Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, avec notre pharmacienne en résidence, nous aborderons le sujet de la cessation tabagique. Comment l'amorcer et surtout la réussir. Vous aimeriez avoir une vie plus active, mais vos moyens financiers vous en empêchent. Nous vous invitons à ne pas manquer notre entrevue avec les gens des loisirs Saint-Maxime. Dans notre chronique 450 Sport, nous parlerons de la compétition Dernière Chance du Club de natation de Laval. Grâce à des citoyens et des organismes communautaires, le panier Chomédé existe depuis bientôt 1 an. Nous nous entretiendrons avec sa directrice. Notre patriarche de l'émission parlera avec le fondateur de l'Association des retraités de la fonction publique de Laval. Il revient du Consumer Electronic Show. Notre chroniqueur techno viendra nous dire ce qu'il a vécu et vu là-bas. Et notre critique du 7e art viendra nous dire ce qu'il a pensé du plus récent film de Quentin Tarantino, un film assez éclaté. L'édition de la semaine du 17 janvier 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Une bonne résolution à prendre pour la nouvelle année est sans aucun doute de cesser de fumer. Évidemment, je sais ce que vous dites, c'est pas facile et la plupart des gens doivent s'y prendre à plusieurs reprises avant d'y arriver. Mais aujourd'hui, notre pharmacienne Joliane Béguin nous donne des trucs et surtout la motivation de comment y arriver. Salut, Joliane. Oui, bonjour. On sait, c'est pas un secret pour personne, hein? La cigarette est hautement toxique pour le corps. Plusieurs produits chimiques là-dedans. En effet, mis à part la nicotine qui déjà cause la dépendance, il y a aussi plus de 4000 produits chimiques dans la cigarette. Donc, c'est certain que oui, c'est difficile d'arrêter de fumer. La plupart des gens vont se prendre à plusieurs reprises, mais ça en vaut nettement la peine. Mais ça n'a pas seulement des répercussions sur les poumons, là, comme le cancer du poumon. Je veux dire, ça peut avoir des répercussions partout dans le corps. Définitivement, la cigarette cause beaucoup de problèmes de santé. Plus le temps passe, plus on en découvre. Mais donc, on parle de beaucoup de sortes de cancers, pas seulement poumons, mais au niveau du cancer du sein, cancer de la gorge, donc énormément de problèmes de santé. En plus de problèmes au niveau cardiaque qui vont arriver assez rapidement, problèmes aussi au niveau respiratoire, là. Donc, Et évidemment, ça crée une forte dépendance. Oui. Ça coûte cher. Mais c'est sûr que les gens le savent très bien. Ils fument, ils savent que c'est pas bon pour la santé. Alors, moi qui est non-fumeuse, donc c'est difficile pour moi de comprendre, mais cette dépendance-là va vraiment au-delà de tout, là. C'est plus important que tout, plus important que notre vie elle-même. Ça peut être vraiment sous-estimé par les non-fumeurs, surtout, évidemment, parce que c'est sûr que si on n'a jamais fumé, c'est difficile de comprendre à quel point ça peut être difficile d'arrêter. Mais c'est important d'être bien entouré. Donc, on va recommander aux gens là, de demander du support de leur entourage, par exemple, de ne pas fumer devant nous ou de nous accompagner dans des activités pour se changer les idées. Puis justement, ça fait partie d'une des grosses choses à faire lorsqu'on désire arrêter de fumer. C'est de pas seulement viser l'importance de la dépendance physique, mais aussi de viser aussi avoir de l'aide pour toute la dépendance émotive. Parce que la cigarette, au niveau de la vie quotidienne, donc ça a un support émotif, ça remplit beaucoup de trous dans la journée. Donc ça fait partie aussi de l'identité personnelle de la personne, en plus de la dépendance physique, là. J'avais lu aussi que c'était un bon truc de tenir un journal pour lister nos habitudes et puis c'est quand on ressent exactement le besoin de fumer et on peut s'ajuster par rapport à ça. Exactement. C'est une excellente idée de se préparer avant donc d'abord de se fixer une date butoir où on veut arrêter une certaine date. Avant cette date-là, de préparer un journal qu'on appelle un journal du fumeur. Donc, on va inscrire à chaque fois qu'on fume une cigarette, dans quelles circonstances, avec qui, si c'est le cas, comment ça nous a fait sentir, puis pourquoi on a senti le besoin d'arrêter de fumer. Ça peut paraître anodin, mais ça fait réaliser aussi le temps que ça occupe dans une journée. Et à ce moment-là, on peut essayer de choisir des moments de la journée pour faire autre chose, couper ces habitudes de vie-là. Donc, par exemple, si, je sais pas, on fume toujours après le repas le soir, on peut décider d'aller prendre une marche avec le chien tout de suite après au lieu de prendre la cigarette. Donc, des choses comme ça. Essayer de compenser. Exactement. Et évidemment, lorsqu'on se décide, on arrête de fumer, tout ça, j'imagine qu'il y a des symptômes de sevrage qui viennent avec. Il y a différents symptômes de sevrage. Ça vaut la peine de passer au travers. Puis il y a différents trucs qu'on peut faire là, pour que ça soit un petit peu moins pire. Donc, il y a des gens...
On parle beaucoup de la prise de poids. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont manger un petit peu plus. Donc, à ce moment-là, une augmentation de l'appétit, ça va être important de choisir ses aliments, manger des aliments moins gras, moins sucrés. On peut avoir aussi de la constipation. Donc, on demande aux gens de boire beaucoup d'eau. Encore une fois, faire attention à l'alimentation. On voit souvent des problèmes de sommeil aussi. Donc, on peut penser à adopter une meilleure routine du sommeil avant. Donc, faire des activités calmes, de la lecture, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qui se gèrent, mais c'est mieux d'être préparé. De toute façon, arrêter de fumer va un peu de pair avec changer complètement ses habitudes de vie, Oui. dire je change mon alimentation, je vais commencer l'exercice. Donc, c'est comme un gros package deal. Oui, c'est sûr que si on peut tout faire ça, c'est préférable. Et la prise de poids, pardon, est pas nécessairement inévitable si on fait attention, Tout on à fait. réduit les portions, comme vous dites, on va, comme tu dis, on se connaît bien, Oui. aller prendre une marche après Oui. le repas, tout Exactement. ça. Puis on parle de 4 à 10 livres qui sont la plupart du temps perdus de toute façon dans l'année qui va suivre. Donc, il ne faut pas non plus en faire trop un gros problème. Puis, de toute façon, justement, les avantages au niveau de la santé dépassent grandement cette petite prise de poids-là. Ça ne va pas influencer là, à long terme. Parlons-en des avantages, à part améliorer la santé en général. C'est quoi les autres avantages d'arrêter de fumer? Bien, ce qu'on peut voir rapidement, là, déjà une amélioration beaucoup au niveau du goût. Donc, on goûte mieux, on a une meilleure haleine, on a rapidement une augmentation au niveau de la capacité respiratoire, donc meilleure performance au niveau de l'exercice, plus d'énergie, donc des choses comme ça. Même l'apparence physique doit changer. Tout à fait, tout à fait. On doit être plus rayonnant, plus lumineux. C'est sûr qu'à mesure que les toxines s'en vont, ça aide. Et au niveau pharmaceutique, qu'est-ce que tu nous conseilles exactement? Oui. Mais maintenant, le pharmacien peut vous prescrire quelque chose pour supplémenter là, la nicotine, pour couper de façon plus délicate, si on peut Comme dire. les patchs. Exactement. Donc, il y a 3 types. Donc, on peut avoir justement les patchs, les timbres nicotiniques. On peut avoir les gommes ou les pastilles. Puis, on peut avoir aussi là, les inhalateurs. Donc, dépendamment du besoin de la personne, on peut prescrire ce type de produit-là, qui va être prescrit habituellement pour une période de 3 mois. Donc, pour diminuer graduellement la dépendance physique. Donc, il reste quand même à la personne de travailler toute la dépendance là, émotionnelle dont on parle, mais au moins, au niveau de la dépendance vraiment de la nicotine, ça aide énormément. Mais au tout début, il y a quand même cette dépendance physique-là qui doit être là. Exactement. Mais ça dure combien de temps à peu près, ce besoin physique là, qu'on devient stressé? Ça va vraiment dépendre des gens, mais c'est pour ça que le programme est fait sur 3 mois. Habituellement, en 3 mois, c'est pas nécessairement facile, mais c'est plus graduel. Donc, habituellement, après 3 mois, on a une bonne aide. Bien, merci beaucoup, Joliane. Et je vous invite à arrêter de fumer, tout le monde, même si vous vous dites non, moi j'ai le contrôle. Puis c'est juste une petite cigarette de temps en temps, ça peut dégénérer rapidement. Oui, ça n'est-ce peut, pas? oui, en effet. Donc, merci beaucoup, Joliane. Merci. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Patricia et Marie-Pierre. Bonjour, les filles, ça va bien? Oui, ça va. Donc, vous allez nous parler du programme Loisirs Saint-Maxime. Oui. C'est un organisme. C'est quoi exactement? En fait, le Loisirs Saint-Maxime, c'est un organisme à but non lucratif. Ça fait depuis 1952 qu'ils sont Wow, OK. dans le quartier de Chemédé, fait que ça fait Ça quand fait même longtemps. assez longtemps exactement. Puis depuis quelques années, on essaie de redorer l'image, donc un peu des faire revivre parce que dans le temps, il y avait seulement 3-4 activités à la programmation. Maintenant, on en a plus d'une vingtaine, puis à offrir à la clientèle du quartier de Chemédé et aussi aux autres clientèles qui veulent venir dans la région de Laval s'ils veulent un peu plus se déplacer, évidemment. Bravo. Puis Merci. vous, vos rôles dans cet organisme-là, c'est quoi? Eh bien, moi, je suis la coordonnatrice des Loisirs Saint-Maxime. Dans le fond, c'est tout ce qui a trait à la programmation, aller chercher, faire la publicité, aller chercher des nouvelles activités parce que c'est aussi, effectivement, un de nos buts de varier l'offre de loisirs. Donc, Donc, c'est comme toi qui prends les grandes décisions aussi. Là. moi, je propose et OK. puis mon conseil d'administration décide. Alors, ton rôle à toi, C'est oui. ça, mon rôle est de représenter le conseil d'administration aujourd'hui. Mais bien sûr, je suis présidente du conseil d'administration des Loisirs Saint-Maxime. Et puis, évidemment, bien, lors des conseils d'administration, exactement à chaque mois, Patricia nous amène ses idées, elle nous parle des commanditaires, elle nous parle des futurs projets. Et ensuite de ça, nous autres, on met notre étente pour dire OK, tout est beau. Mais c'est ça, parce que là, bon, tu viens de me parler de commanditaires. Vous devez avoir plusieurs commanditaires. Et comment vous allez chercher ces commanditaires-là? Est-ce que vous en avez en particulier qui sont là pour votre organisme? En fait, ça, c'est un travail acharné J'imagine. qu'on a depuis une bonne année. Là. Depuis l'automne OK. 2014, dans le fond, on va chercher des commanditaires. Il faut aller en chercher de plus en plus parce
dû à nos rabais qu'on veut faire pour le programme Accessibilité Loisirs. On va parler du programme Accessibilité Loisirs. C'est quoi ça, ce programme-là, exactement? Le programme Accessibilité Loisirs, c'est pour vraiment rendre accessibles les loisirs à tout le monde. Donc, aux familles principalement à faible revenu. Donc, pour qu'il y ait des rabais de 25 sur la première activité, 50 sur la deuxième activité par personne. Donc, c'est vraiment pour rendre accessible puis qu'il y ait des meilleures habitudes de vie, d'être actif, d'être social avec d'autres personnes. Donc, Ça va justement comme vous allez regarder un peu le salaire, voir si c'est un petit peu en dessous, peu importe. Puis là, vous allez proposer ce certain rabais-là à ces familles-là. Exactement. Puis c'est des familles qui viennent de Laval précisément, j'imagine. Oui. Est-ce qu'ils ont à part le salaire, est-ce qu'il y a d'autres critères qui font en sorte qu'ils peuvent être admissibles dans l'organisme ou c'est pas mal toutes les familles qui peuvent l'être? En fait, toutes les familles peuvent être admissibles aux activités de l'organisme, mais c'est plutôt ceux qui sont admissibles au programme Accessibilité Loisirs, c'est ceux qui ont un salaire en bas, du seuil de revenu canadien et donc adéquat là, pour vivre. Oui, exactement. Donc, ceux qui ont, par exemple, 5 personnes à leur charge, donc enfants moins de 18 ans, évidemment, ils sont 5 sur leur toit, et qui ont un salaire X qui est inférieur à la norme, évidemment, eux sont éligibles au programme Accessibilité Loisirs. Fait que c'est plutôt ça, le point central. Fait que c'est certain que pour nous, on veut miser plus sur le programme Accessibilité Loisirs, mais on a une autre offre de service pour ceux qui... on ne veut pas différencier les deux. Dans le fond, la catégorie de gens pour le programme Accessibilité Loisirs, pour nous, c'est la même catégorie de gens que ceux qui n'ont pas Accessibilité Loisirs. Fait que c'est pour favoriser aussi la mixité sociale, donc s'assurer que tous les gens, donc peu importe la classe moyenne, peu importe la classe un peu plus, défavorisés. C'est défavorisé, exactement. Donc, pour que tout le monde soit mélangé ensemble puis qu'il n'y ait pas de distinction. OK. Effectivement, c'est ça qui est un de nos bons critères. Bien, pas un de nos critères, mais un de qu'est-ce qui nous distingue, c'est que il n'y a personne, à part la cour de moi et le conseil d'administration, qui va savoir qui fait partie de ce programme-là. OK. Donc, tout le monde est ensemble, mais on ne dit pas, OK, bien, lui est dans le programme Accessibilité Loisirs. Je comprends. OK. Tout le monde est Tout le vraiment monde est au même stade. OK. Oui. Puis c'est quoi le genre d'activité que vous proposez dans votre organisme? Bien, nous, depuis plusieurs années, on est beaucoup spécifié dans la danse. Donc, on a ballet jazz, ballet classique, on a hip-hop, danse contemporaine. Donc, nous, on est principalement là-dessus, mais on a fait une diversité. Ouais. Donc, sportif, on a du tennis, on a du soccer. Cool. On a aussi activité scientifique, donc tout ce qui est culturel. Activité scientifique, ça, c'est une belle nouveauté qui marche bien. Fun, du dessin. C'est vraiment tout, dans le fond, là. Oui, mais c'est ça qu'on veut. Il y en a pour tous les goûts, justement. Pour vous, c'est vraiment avantageux. Comme ça, les gens, ceux qui préfèrent la danse vont en faire, autant ceux qui préfèrent le tennis vont vouloir s'inscrire aussi. Puis le but pour nous aussi, c'est d'aller chercher d'autres activités pour offrir une plus grande programmation donc d'activités pour tout l'ensemble de Chemin-Des. On sait que c'est un quartier multiculturel, on peut dire ça de cette façon-là. Donc, le quartier en tant que tel, ils ont plusieurs coutumes dans leur pays qui peuvent amener chez nous. On est ouvert à faire plusieurs sortes d'activités. Fait que c'est certain que pour nous, on prend tous les commentaires, puis en même temps, avec ça, on va grandir. Fait que nous autres, on veut imprégner aussi les loisirs Saint-Maxime de la culture. Puis, pour s'inscrire, là, la période d'inscription, c'était cette semaine. Oui. Mais ils peuvent quand même continuer à s'inscrire pour la deuxième semaine de votre programme. Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce qu'il faut aller directement sur le site Internet? Il faut aller sur place, donc au centre Jean-Paul Campeau, qui est situé au... L'adresse va être en bas. L'adresse va être en bas. L'adresse va être en bas. Dans le quartier Chemédé, c'est sur Lévesque. Et puis, il faut se rendre sur place. Ils viennent prendre rendez-vous. Pas rendez-vous, ils viennent me voir, puis on fait l'inscription sur place. Puis, pour avoir les autres informations, on peut aller sur votre site Internet, qui peut être en bas de l'écran, le numéro aussi, également, qu'on peut vous rejoindre. Et est-ce que vous avez une page Facebook? Est-ce que qui s'appelle tout simplement... Loisirs Saint-Maxime. C'est simple comme ça. Oui, c'est ça. Donc, pour toutes les autres informations, vous pouvez vous diriger sur le site Internet, la page Facebook Loisirs Saint-Maxime. Merci beaucoup, les filles, d'être venues en studio. Merci. Puis on espère que ça marche, que ça continue encore longtemps pour vous. Mais merci. Merci. Apprécié. Le club de natation de Laval sera l'hôte de la compétition Dernière chance les 30 et 31 janvier prochains.
Nous recevons un des nageurs vedettes du club, Émile Plamondon, et l'entraîneur-chef Antoine Caucase. J'ai bien dit? Exactement. Caucase! Bon, bien, bienvenue à l'émission. Tout d'abord, expliquez-nous, c'est quoi la compétition Dernière Chance? Oui. Est-ce que tu veux y aller? Émile? Bien, c'est la compétition qui nous permet aux nageurs d'avoir nos standards pour les championnats provinciaux d'hiver. C'est un prérequis, c'est obligé de passer par là. C'est une dernière chance, dans le fond. Il y a les championnats de février, puis c'est la dernière opportunité pour les athlètes d'accéder au niveau supérieur. Et c'est provincial, donc seulement au Québec, ou il y a des gens à l'extérieur du Québec qui viennent aussi? Bien, c'est des provinces du Québec. Et c'est dans quelle tranche d'âge environ? 11 ans et plus. Dans le fond, 11 ans et plus. 11 à 19 ans. Tout le Mais- réseau civil de la Fédération de natation du Québec. Toi, Émile, t'as quel âge en ce moment? 12. 12. Et tu m'as dit que ça fait depuis que tu as 8 ans, donc ça fait 5 ans que tu fais la compétition. Bien, c'est ma 5e année. C'est ta 5e année. Mais apparemment que t'es bien bon. Tu es comme vraiment un des nageurs vedettes. Bien, j'ai des bons objectifs, puis je fais des bons temps en ce moment. Ça serait quoi, en fait, ton objectif à court terme et à plus long terme? Bien, à la fin de l'année, ce serait d'être dans le top 10 au Québec dans des Dans ta épreuves. catégorie. Oui, dans ma catégorie 13 ans. C'est pas peu dire quand même, le Non, top 10. absolument. Oui. Et puis, à long terme, tu dois faire de la natation pendant plusieurs années encore? Bien, ce serait d'avoir au moins mes nationaux. Puis peut-être, je sais pas si c'est exagéré, mais peut-être aller aux Olympiques un jour. C'est pas exagéré du tout. Non, du Faut tout. voir grand dans la vie. Et puis, je suis sûre que tu as le talent pour y arriver. Donc, mais oui, les Olympiques. Ça commence par un rêve, non? Ben exactement. On est derrière toi, on va t'appuyer. C'est quoi ta spécialité? Ben moi, c'est surtout le crawl, le style de départ. OK, le crawl, c'est quoi exactement, celle-là? Ben, c'est sur Fais-moi le donc une ventre. petite démonstration de... Tu sais, je sais que le papillon, c'est quelque chose comme ça. Le crawl, c'est quoi? Ouais, comme ça. Ah, c'est normal. Ouais. Celui-là, c'est normal. OK. Ouais. Le style libre, on Puis appelle le style libre. le style libre. OK. Et la brasse, c'est quoi, celle-là? Ben, c'est les bras comme ça, puis les kicks de même. C'est quel que t'aimes le moins, en fait? Le papillon. Papillon, t'aimes pas ça? Non. Mais t'es bon quand même. Oui. Et puis, tu t'entraînes combien de fois par semaine pour arriver à tes En ce moment, objectifs? je m'entraîne 6 fois. Puis, 6 fois par semaine? oui, C'est combiné avec tes études, je pense, hein? oui. Ben, Ça fait partie d'un programme sport-études. Oui, c'est ça, Ouais, un c'est- programme sport-études, parce que j'avais lu que justement la philosophie du club de natation Laval, c'est pas juste, faire de la natation en tant que sport, mais c'est vraiment comme un mode de vie, On utilise la natation comme outil. un outil d'éducation. Exactement. Oui. OK. Et puis, si on revient à toi, c'est parce que tout à l'heure, on parlait justement des styles de nage, et puis tu parlais du petit spin que tu fais à la fin, que j'ai oublié. le là. virage. Le virage, voilà. Ouais. Et techniquement, c'est pas facile d'accomplir un bon virage. J'imagine qu'il faut pratiquer beaucoup, juste en faire à répétition des virages comme ça. oui. Parce que si tu manques ton coup, tu perds des précieuses Ouais. secondes. Hein? Des fois, tu restes avec le en avant, puis quand tu rates un virage, tu vas être pogné en arrière. La compétition, est-ce que tout le monde peut aller voir si on est curieux? Absolument. C'est à la piscine du complexe sportif Centre-Claude Robillard à Montréal. Oui, exactement. Puis je pense que ça coûte vraiment pas cher. Non, ça les coûte. billets. C'est gratuit. C'est gratuit en La plus, compétition ouais. provinciale en natation, c'est gratuit en soi. Puis pourquoi on l'a fait à Montréal? Parce qu'à Laval, on n'a pas de complexe encore. Ce qui devrait venir, j'espère, d'ici les prochaines années. Parce qu'il y a plusieurs piscines pour l'entraînement. Bien, c'est un grand bassin, c'est 3 bassins de 25 mètres. La compétition regroupe autour de 800 nageurs. Donc, on doit s'assurer d'avoir un bassin qui est quand même capable d'adapter 800 athlètes. Donc, mais non, c'est gratuit, tout le monde est la bienvenue. Puis il y a beaucoup de parents spectateurs en soi, là. 30 et 31 janvier, Oui. pour le répéter. Et si on parle du club de natation Laval, est-ce que c'est ouvert à tous? Si moi, je veux aller m'entraîner, si tout à coup, je m'intéresse à la natation, parce qu'évidemment, Émile, tu le diras, j'ai beaucoup de potentiel. Je sais pas c'est quoi le crawl puis la brasse, fait que j'ai beaucoup de potentiel là-dedans. Mais sérieusement, est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Oui, absolument. Mais à la base, tout le monde a un potentiel. Hein. Faut juste faut s'investir. Puis
C'était à 6 fois semaine, mais là, ça va aller à 8 fois par semaine dans les prochaines années pour Émile. Fait qu'il faut simplement s'investir. Mais le club en soi, c'est un organisme sans but lucratif qui regroupe des enfants de 4 à 19 ans qui s'entraînent de 1 fois à 8 fois par semaine, de 60 minutes à des séances de 60 minutes à 120 minutes, plus de la musculation. Rendu à Émile, qui fait de la musculation en plus de la piscine. On a aussi un groupe pour les adultes. On les nomme les maîtres nageurs. En soi, tu n'as pas besoin d'être un grand nageur. Tu as simplement besoin de ne pas être un non-nageur, d'avoir l'endurance de base pour suivre des entraînements. Il faut avoir un minimum de forme quand même. Oui, exactement, mais pas nécessairement de technique. Donc, tout adulte de 19 ans et plus qui désire parfaire la natation, ces styles de nage, peuvent venir au club de natation Laval. Mais dans l'objectif de compétition. Pas pour les maîtres nageurs. Il y a un réseau de compétition. On a des excellents nageurs à Laval, au Club de natation Laval, mais en soi, pour le réseau des maîtres nageurs, ça peut être que pour la forme physique, que pour parfaire les styles de nage, même le social. Le côté social est important, mais c'est pour les maîtres nageurs pas obligatoire de venir de faire de la compétition. Donc, natationlaval.qc.ca si vous voulez plus d'informations. Merci Antoine et merci, merci Émile. Est-ce que j'ai dit une belle On a changé. Ah, c'est plus ça. Oui, dès janvier, on a eu un nouveau site web du club. Donc, c'est le www.natationlaval.com. Écoutez Antoine, écoutez pas moi, écoutez Émile. Non, mais c'est la bonne, là, c'est juste que ça. OK. Merci beaucoup à vous deux et bonne chance. Merci. Merci. L'un des besoins fondamentaux de l'être humain est de se nourrir. Mais malheureusement, certains, pour des raisons économiques, soit ne mangent pas bien ou carrément ne mangent pas à leur faim. Notre prochaine invitée tente par tous les moyens d'enrayer ce problème sans cesse grandissant avec son organisme. Elle est directrice du Panier Chemédé. Elle a pour nom Stéphanie Alexandre. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai beaucoup aimé la mission de votre Panier Chemédé. Peut-être l'expliquer à nos téléspectateurs. Ça fait quoi, pas tout à fait un an que vous existez déjà. Ça va faire un an, fin mars, en fait, que l'épicerie solidaire est ouverte. Et l'organisme a été incorporé le 14 juillet 2014. Donc, ça fait un an et demi, on va dire. Voilà. Au niveau de la mission, en fait, notre mission vraiment fondamentale, c'est de donner accès à des denrées alimentaires, mais aussi non alimentaires, donc par exemple des produits d'hygiène, etc., à toutes les personnes de Laval et même plus largement que Laval, et de les rendre accessibles le plus possible en fonction des revenus des personnes. Donc, vous modulez le prix des denrées ou des produits selon le salaire des gens? Exactement. Tout simplement, en fait, dans l'épicerie, quand on va dans l'épicerie, ça ressemble vraiment à une petite épicerie de quartier. Il faut l'imaginer de façon très conviviale, etc. Et par produit, on a 4 prix. Et chaque prix, en fait, a un code couleur. Donc, au moment de l'inscription, les personnes ont à donner, en fait, des informations sur leurs revenus et la composition de leur famille. Et ça nous permet de leur dire, vous allez être plutôt prix bleu, prix jaune, etc. Donc, ça leur donne accès, en fait, à des réductions sur le prix régulier, qui est le prix blanc. Comment faites-vous, justement, pour savoir que quelqu'un vous dit, bon, j'ai pas nécessairement les moyens, est-ce qu'il y a des façons de vérifier ça ou on se fie sur la bonne foi des personnes qui se présentent au panier d'épicerie? Alors, je vous dirais, globalement, on va dire qu'il y a la règle générale et il y a les exceptions. La règle générale, c'est qu'on demande tout simplement les preuves de revenus aux personnes. On leur demande les cartes d'assurance maladie pour vérifier le nombre de personnes qu'il y a dans la famille et on demande les preuves de revenus. Ça peut être le coupon de bien-être social, la preuve de salaire, etc. On n'y va jamais avec les impôts parce que d'une année sur l'autre, on est face à des personnes dont la situation peut changer vraiment très rapidement. Puis ça peut tous nous arriver. Donc ça, c'est la règle générale. Ensuite, il y a les particularités puisqu'on accompagne aussi beaucoup de personnes qui sont des nouveaux arrivants, qui sont là depuis parfois moins d'un mois. Là, j'ai encore la semaine dernière accueilli une famille qui était arrivée depuis une semaine. Donc, c'est sûr que c'est des personnes qui n'ont aucune preuve, que ce soit carte d'assurance maladie ou preuve de revenus. Donc là, on y va d'abord avec la confiance. C'est sûr qu'il y a aussi les preuves d'entrée sur le territoire qui nous permettent juste de valider, OK, vous êtes vraiment arrivé il y a seulement une semaine. Puis, en gros, on se revoit dans 3 mois quand on sera sûr que vous aurez tous les documents en main pour compléter la fiche d'inscription. Est-ce que c'est le modèle coopératif ou c'est à but non lucratif? Comment est-ce qu'on le voit? Alors, nous, on a choisi un organisme à but non lucratif. On aurait pu être coopérative. Par exemple, c'est le cas de l'autre épicerie solidaire de Laval, Coopérative Saint-François en Action. On a préféré opter pour l'OBNL parce qu'en comparant les deux, en fait, on avait
les mêmes droits, mais on avait une facilité au niveau administratif avec l'OBNL. Fait qu'on s'est simplifié un peu la vie, très sincèrement. On est allé au plus simple. Donc, ça ne coûte rien? Ou est-ce qu'il y a un frais d'adhésion? S'il y a une petite cotisation qu'on demande, qui est là aussi solidaire, elle est de 5 $ pour les personnes à bas revenus et 15 $ pour les personnes un peu plus aisées. Comment faites-vous pour avoir ces produits à des prix qui sont souvent en dessous du marché? Non, ils ne sont pas forcément tous en dessous du marché. Okay. En fait, comment ça se passe? Nous, c'est vraiment comme une épicerie. Donc, on achète, on revend. D'accord? Donc, on est avec des fournisseurs de gros qui peuvent être des fournisseurs que la plupart des épiceries ont également. On essaye, en fait, nous, on joue simplement sur la marge. Donc, c'est sûr qu'il y a certains produits la plupart des produits, pour les personnes à bas revenus, vont être en dessous du marché. En tout cas, on tend à ce qu'ils soient en dessous du marché. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'on n'a pas les mêmes capacités d'achat en gros, mais c'est ce vers quoi on veut aller. Donc, en gros, plus on sera nombreux à acheter dans l'épicerie, puis plus on pourra faire de miracles. Ça va vous donner un pouvoir d'achat plus grand. Exactement. Donc, une possibilité de négocier des prix à la baisse. C'est ça. Mais après, le prix régulier, on essaie vraiment que le prix régulier soit à peu près sur les bases du marché. C'est les prix en dessous, en fait, qui vont... on essaie de faire en sorte qu'ils soient en dessous de la valeur du marché. Donc, les plus riches payent pour les plus pauvres, d'une certaine façon, en coopération? Mais il y a une forme de solidarité, oui. C'est ça. Les plus riches vont payer à la mesure qu'ils peuvent. Est-ce que je trouve tous les produits que je pourrais trouver dans un autre marché au panier Chemédé? Pas encore. Non, hein? Non, pas encore. On a environ 250 produits. On démarre, on est un OBNL, donc c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes accès aux mêmes fonds non plus. On ne veut pas s'endetter non plus au point de risquer de fermer dans 6 mois. Parce qu'il y a des pertes aussi, il faut faire attention. Oui, sur les fruits et légumes, même si on essaie de transformer les fruits et légumes qui sont sur le point finalement qu'on risque de perdre. Donc, on essaie de faire de la transformation, etc. Puis, on a un service aussi qui est une forme de banque alimentaire, un dépanneur communautaire qui nous permet aussi pour les fruits et légumes où on sait que, voilà, là, OK, ils ont fait leur temps dans l'épicerie, on va le proposer via le dépanneur communautaire. C'est comme une sorte de moyen aussi de les rendre accessibles sans que, attention, ce n'est pas des produits qui sont pourris, là, on s'entend. C'est ce qu'on appelle des moches en France, hein? De plus en plus. Des moches. Les produits moches, c'est encore pas pareil. C'est encore une autre catégorie. Parlons donc, c'est fruits, légumes, viande? Fruits, légumes, produits secs énormément, notamment en vrac, légumineuses, riz, pâtes, etc. Des épices, des produits pour le déjeuner, confiture, etc. Viande, poisson congelé. Des produits laitiers aussi, lait, fromage. Puis c'est pas une épicerie en tant que telle, c'est pas un local. Si. Ah oui? On a un local. Parce que vous êtes dans le centre communautaire? C'est ça. En fait, on a la chance d'avoir un prêt de local fait par la Ville de Laval qui soutient l'action. Donc, il y a des réfrigérateurs, il y a tout, il y a des comptoirs et tout? Oui. Ah, mon Dieu! Oui. OK. Tout à fait. Donc, j'imaginais que c'était une espèce d'installation temporaire. Non. Les heures, par exemple, c'est modulable, hein, les heures d'ouverture? Alors, en fait, les heures d'ouverture, ceux qui sont actuels sont fixes. Simplement, on essaye d'augmenter, d'avoir de plus en plus de journées d'ouverture. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est ouvert les mardis de 14h à 17h, les jeudis de 10h à 13h, 14h, 19h et les vendredis de 10h à 16h. Ça coûte quoi un panier pour une famille? Oh, ça c'est... Je peux même pas vous répondre parce que d'une famille à l'autre, la façon de consommer n'est pas la même. On parle de quoi? D'une famille de 2 enfants, 2 adultes? Quelle catégorie de prix? Enfin, ça, on me pose souvent la question, mais selon la façon de consommer, si la famille prend plus de viande ou plus de légumineuses, les prix ne seront pas les mêmes. Et en même temps, vous êtes un endroit où vous faites du référencement vers d'autres organismes communautaires. Donc, vous avez double emploi, dans le fond. Bien, en tout cas, ça fait partie de notre mission. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si on a double emploi, mais ça fait partie de notre mission, effectivement. Au panier Chemédé, c'est situé au centre communautaire Jean-Paul Campeau, 3781 boulevard Lévesque-Ouest. C'est dans le quartier Chemédé, bien sûr, à Laval. Numéro de téléphone 450-681-1154. Je vous l'ai dit sans même regarder sur ma feuille. Bravo. Ou sinon sur la page Facebook. Merci, Stéphanie. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une activité physique qui existe depuis des millénaires en Orient, mais qui est apparue seulement au 20e siècle en Occident. Si je vous dis des mots comme sanskrit, asanas, bikram, kundalini, voyez-vous où je veux en venir? Eh bien oui, je vais vous parler du yoga.
Le yoga est une discipline très populaire qui, depuis quelques années, connaît une effervescence au point même de devenir un mode de vie chez certaines personnes. Je parle de mode de vie parce que le yoga n'est pas juste une activité physique. Le yoga comporte une dimension spirituelle très importante, comme la méditation et la respiration, qui sont 2 éléments essentiels au yoga. On travaille aussi la souplesse et l'endurance musculaire. Pour en savoir un peu plus sur cette pratique qui nous vient de l'Inde, nous allons rencontrer Pascal Charret, professeur de yoga. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour Valérie, oui, merci. Bon, à quoi peut s'attendre une personne qui vient prendre un cours de yoga pour la première fois? Bien, je dirais que cette personne-là peut vivre toutes sortes d'expériences. Alors, chez nous, elle va être bien accueillie. Ensuite, on va avoir des groupes de 6 à 12 personnes, donc elle ne se sentira pas seule. Et elle va être près de son professeur qui va pouvoir l'accompagner tout au long de son expérience. Habituellement, le yoga comporte une période de centration, donc là, elle va peut-être sentir un apaisement de son esprit. Et ensuite, on va rentrer dans des asanas, des postures qui vont lui permettre de ressentir des étirements ou sentir que ses muscles se contractent, se fortifient, sentir tranquillement que le corps se réchauffe. Ensuite, sentir que son corps devient de plus en plus grand parce qu'on travaille beaucoup la colonne vertébrale, donc on crée de l'espace dans la colonne qui est le centre neurologique principal du corps. Alors, au fil des asanas, son corps va recevoir toutes sortes d'effets. On pourrait dire aussi même les organes. Certains vont jusqu'à ressentir des effets sur leurs organes. Et puis, bien sûr, à la fin, il y a souvent une période réservée à la détente. Et par le processus qu'on a pris, où la personne aussi a respiré tout au long de cette pratique-là, parce que la respiration est super importante, à la fin, son corps va pouvoir complètement, en tout cas, s'abandonner, vraiment relâcher. Alors, dépendamment d'où part la personne, c'est plus en forme, moins en forme, ça a des fragilités dans le corps, elle va recevoir de façon, des fois, extraordinaire une première séance. Des fois, elle va dire « j'ai vécu plein de choses, plein de surprises ». Puis elle peut retourner chez elle et dire, souvent j'entends des élèves qui disent « j'ai tellement mieux dormi », puis « je me sens tellement plus dégagée ». Et ça crée un espace dans le corps, puis souvent dans l'esprit. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est à chaque fois que quelqu'un sort d'une classe de yoga, les gens ils disent tout le temps comment ils se sentent bien, comment ils sont heureux. C'est quoi les bienfaits corporels et psychologiques que procure une classe de yoga? Oui, donc physique, c'est sûr que on met toutes les articulations en mouvement, dont la colonne vertébrale qui rassemble tout le système neurologique du corps. Donc, rapidement, le yoga permet de développer une bonne flexibilité, une bonne force aussi dans la structure dorsale. Puis aussi, grâce à la respiration qui fait partie, qui est l'élément clé, l'élément d'or du yoga, bien sûr, son corps va être oxygéné. Et l'oxygène, c'est la base de la vie. Si la cellule manque d'oxygène, elle s'affaiblit, elle est moins forte. Donc, tout se détériore. Donc, l'oxygène, on la reçoit plus souvent en yoga. C'est ce qui crée un grand bienfait pour le corps, les organes, les cellules. Bon, ensuite, on parle des muscles plus souples, on parle de muscles plus toniques, plus en santé. Puis ensuite vient le côté psychologique, quand le corps nécessairement a reçu sa dose d'énergie, d'oxygène. Au niveau psychologique, c'est sûr qu'on a plus de vitalité. Puis aussi, étant donné qu'en yoga, on travaille vraiment dans le moment présent, avec ce qui est là, ici, maintenant. Donc, on se dégage tranquillement de tout ce qui a bougé durant notre journée. Oui, c'est une méditation en mouvement, le yoga. Et puis, les asanas, les postures, ont aussi des portées sur l'état psychologique de l'être. Donc, si je fais, par exemple, des postures debout, très engageantes musculairement, où on sent la force du corps se déployer nécessairement, je vais sentir en moi une force, une stabilité dans mon corps. Comme je peux faire des postures qui vont m'amener vers quelque chose de plus céleste, plus léger, plus libre, plus dégagé. Puis là, on va vivre des états d'ouverture, tu sais, comme l'esprit. Oui, c'est ça. Tu sais, donc, ça a des impacts psychologiques. Comme, là, j'ai parlé tout à l'heure, même au niveau physique, il y a impact organique parce que
le yoga, une de ses missions, c'est, oui, d'arriver dans un état d'unité entre le corps physique et l'esprit. C'est aussi d'éliminer, donc faire en sorte que le corps soit capable de bien absorber, mais de bien éliminer. Fait que ça touche le côté organique aussi de l'être, mais je pourrais le dire aussi de façon psychologique, capable de prendre ce qui est là, mais capable d'éliminer, même au niveau comme mental, spirituel, psychologique. Ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment plaisant. On sent vraiment que le yoga, tu travailles, mais tu te détends en même temps. Oui, c'était très agréable de faire ça avec toi, puis je souhaite que cette petite capsule-là puisse inspirer les gens à donner le goût de venir essayer, puis se dire que, comme j'ai dit, il y a tellement de sortes de yoga, puis chaque prof a sa couleur, donc ça vaut la peine de dire, j'essaie ça, si ça fait ton affaire, vas-y, si c'est pas tout à fait ça, change, puis va explorer. Puis oui, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin du yoga. D'ailleurs, tellement plus de femmes. Avant, ça appartenait aux hommes, le yoga. Hein? Oui, puis maintenant, les femmes ont envahi ce milieu-là, bien qu'on a de plus en plus d'hommes qui reviennent, mais parce qu'ils ont une occasion vraiment de faire le vide, de prendre soin d'eux, d'être à l'écoute de ce qu'elles ont besoin. Puis même, le yoga va favoriser des belles clartés d'esprit, des belles visions, des beaux rêves, puis vous donner de l'énergie d'aller de l'avant, puis d'être en santé. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné le goût de vous inscrire à des cours de yoga. Ceci dit, namasté. Le CES de Las Vegas, ou le Consumer Electronics Show, est le plus gros salon consacré au monde de la technologie et aux dernières innovations dans le domaine. Jean-Philippe Leroux nous parle de quelques nouveaux gadgets que tu as découverts. Et ça avait lieu début janvier à Las Vegas. C'est bien attendu pour les amateurs de techno. En fait, c'est la mecque des gadgets électroniques. Il y a tellement de choses. Pour te donner une idée, ça représente 38 terrains de football, la superficie du salon. C'est complètement fou. Il faut prendre plusieurs jours. Ou sinon avoir des collègues avec nous pour être en mesure de tout couvrir l'événement. Et te dire également que c'est plus de 20 000 produits qui y sont présentés. Il y en a qui ne verront jamais le jour. Il y en a d'autres qu'on va voir prochainement. Est-ce que c'est comme un voyage dans le futur? On dirait que je vois ça comme si tu vois qu'est-ce qui va venir dans quelques années. J'ai cru comprendre que cette année, c'était plutôt une évolution de gadgets dont on avait déjà parlé. Pas autant de nouveaux gadgets, mais une évolution de ceux qui sont présentés. Ce qui est bon en soi là, pour améliorer certains produits. Je te dirais qu'il y a 4 choses qui ont retenu l'attention. Il y a la réalité virtuelle, les drones, ça avait été le cas d'ailleurs l'an passé aussi, les voitures et puis les téléviseurs. On a l'impression qu'on cherche encore à recréer une nouvelle façon de faire avec les télés. C'est complètement fou. Les films, les émissions ne seront pas meilleures. Là, si non. On voit en 1000 HD, voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Écoute, on a dévoilé une télévision qui est flexible, qui se roule comme un papier journal de 18 pouces. On parle d'un écran. On peut traîner avec nous partout. Comme ça. C'est la compagnie coréenne LG qui a dévoilé ça. Elle-même aussi une télévision de 55 pouces qui est aussi mince qu'une feuille, là, je veux dire, c'est plus petit que ton cellulaire, là, c'est mince. Tu veux vraiment pas l'accrocher, parce que j'ai l'impression qu'on la brise assez facilement. Mon Dieu, c'est incroyable. Et pour terminer avec le milieu de la télé, on est allé également dans la démesure avec un écran de 98 pouces. Ça rentre pas dans n'importe quel salon. C'est comme une salle de cinéma. Exactement. Mais là, on est rendu dans le ultra, méga, giga, tétra HD. Là. En fait, on a déjà parlé du 4K, il y a le 8K maintenant. La difficulté, c'est le contenu qui est disponible. C'est pourquoi il y a 2 compagnies, Panasonic et Samsung, qui ont dévoilé un lecteur Blu-ray 4K. Ça stagne un peu, cette technologie-là, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de matériel de disponible. Alors, on lance quand même un Blu-ray 4K. Et puis, il y a des compagnies de cinéma comme la Warner et la 20th Century qui se sont engagées à proposer 100 films sous peu disponibles avec cette qualité-là, parce que s'il n'y a pas de contenu, on ne pourra pas acheter ce genre de gadget, finalement. Il y a les télés en 3D aussi qui doivent avoir évolué également. Oui. On a parlé en janvier passé, et puis déjà, je sens une grande évolution là, en seulement 1 an, donc c'est fort. En particulier dans le milieu de l'automobile, les plus grands constructeurs qui étaient présents au salon cette année, on veut réinventer l'automobile, mais c'est surtout là, sur la conduite autonome finalement. Dès 2020,
plusieurs modèles seront complètement autonomes. Donc, c'est quand même bientôt à nos portes, là. Oui. C'est assez spécial. Je suis pas sûr que je tripe tant que ça sur cette technologie-là. Par contre, on verra ce que ça va donner. C'est parce qu'on connaît pas ça, puis quand on connaît pas ça, ben, on a un peu peur. Mais on n'aura pas nécessairement besoin de changer toutes les infrastructures pour les voitures autonomes. Je ne crois pas. Mais il y a des difficultés au Québec aussi avec notre température. Hein? Oui, alors, ça risque d'être différent un petit peu. Il y a le facteur humain et puis le jugement que moi aussi, j'ai quelques bémols là-dessus. Si je complète avec le milieu de l'automobile, il n'y a pas seulement que des bonnes nouvelles, il y en a aussi des mauvaises. Il y a une compagnie, entre autres chinoise, je te compte ça, qui a développé un Skype qui est projeté sur le tableau de bord en avant du conducteur. Et on dit que c'est une des moins bonnes idées dans le milieu de l'automobile parce que c'est plutôt dangereux. Alors j'espère qu'on va faire en sorte que le Skype en tant que tel ne fonctionne pas lorsque la voiture est en marche et tu conduis et que ce sera plutôt à l'arrêt parce que je ne comprends pas vraiment l'utilité à ça. Non, effectivement. Et si on parle de réalité virtuelle? Oui, encore là, ça retient beaucoup l'attention. Je te dirais qu'il y a Facebook avec son Oculus Rift, beaucoup d'attentes avec ce casque de réalité-là. C'est de plus en plus réel, la réalité virtuelle. Je veux dire, c'est rendu complètement fou. Et pour te conter une anecdote encore là-dessus, il y a un bordel qui a tenu à faire une publicité comme quoi jamais ça sera remplacé la réalité virtuelle par le contact humain, parce que, bien sûr, c'est beaucoup utilisé dans le milieu de la pornographie, la réalité virtuelle. Beaucoup de marketing. Oui, effectivement. Ça va générer 540 millions de dollars seulement en 2016, cette industrie-là. Et il y avait plus de 100 compagnies qui ont présenté leur modèle. C'est assez fou quand même. Et de plus en plus, ça va être accessible chez soi, là, dans notre salon. On parle quand même de plusieurs centaines de dollars, mais je suis sûr qu'on va être prêt à débourser pour une telle technologie. Et les drones? Les drones, encore ça aussi, ça a évolué beaucoup. Plusieurs modèles avaient été présentés l'année passée. Cette année, il y a un modèle qui s'est distingué. On va pouvoir, toi et moi, s'envoler avec un drone et peut-être avoir une petite piste d'atterrissage à la maison. Je ne sais pas si j'aurais le courage, cependant, pour être honnête avec toi. Et ça, c'est encore plus grand comme marché. En fait, on dit carrément que c'est ce milieu-là qui a le plus évolué dans le monde de la technologie. Ça va générer, dans ce cas-ci, 1 milliard de dollars. Et puis, pour retrouver mes notes, là, il y a différents modèles faits en papier également, propulsés à l'énergie solaire. Il y en a toutes les grandeurs. Là. Il y en a des minuscules comme des géants. Alors vraiment, les drones, on s'attend à en vendre 2,9 millions seulement que cette année. Dis-moi donc, Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça là, au CES. Et moi, je suis curieuse. On voit dans les films futuristes les ordinateurs là, plates avec des hologrammes, comme ça, en 3 dimensions. Penses-tu que ça va arriver, ça, un jour? Je pense qu'on n'est pas là. Peut-être. Mais avec ce que j'ai vu dans le milieu de la télévision, on n'est pas encore là. On parle, entre autres, de qualité d'image exceptionnelle, qui est même aussi bien que ce qu'on regarde avec notre œil. Il y a OLED, il y a le 4K, il y a le 8K. Mais des hologrammes, je sais que l'année passée, je me rappelais d'une boule, entre autres, une espèce de sphère où c'était projeté l'image de partout. Je pense que c'est plutôt gadget encore, c'est pas là. C'est plus pour en mettre plein la vue dans les films, parce que de toute façon, je suis pas certaine que ça serait si pratique que ça. Pas sûr. Puis en même temps, le milieu de la télé perd beaucoup de plumes, hein? Faut pas se le cacher avec l'ordinateur, nos tablettes. Tout à fait. Donc, il faut vraiment trouver une cible avec les télévisions là, qui va retenir l'attention davantage. Et en terminant, j'ai l'impression que dans l'évolution des technologies, on est rendu beaucoup plus loin, mais on y va comme ça, petit peu par petit peu. Je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris à court et moyen terme. Avec tout ce qui s'en vient, on va être complètement dépassé. Ça va être assez faramineux. Merci, Jean-Philippe, pour ce voyage dans le futur. À bientôt. À bientôt. Les amis, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité spécial. À 92 ans, Gérard Goudreau en a vu des choses qui sont passées à Laval. Bienvenue, Gérard. Merci. Laval. Dis-moi, Gérard, en quelle année tu es arrivé à Laval? Je suis arrivé à Laval à l'automne 67, l'année de l'Expo. Oui. On avait loué un petit logement sur la 15e. En janvier, on a acheté un bungalow sur la rue Alexandre, Ponvio. On a déménagé là en avril. Donc, officiellement, je dirais que je suis à Laval depuis 68. Ça veut dire qu'à Laval, t'en as vu des choses. Un petit peu, oui. Et puis, tu as été toujours bien impliqué, toi, ici à Laval. Oui, j'aimais pas rester assis sur la chaise longtemps. Non. Ça a commencé avec une équipe de jeunes. Ah bon? On s'occupait de l'âge de 17 ans. Dans le secteur Pontvio? Dans le secteur Pontvio. Oui. Ça se faisait à l'école Saint-Jean. Ah oui. Et puis, on avait des activités. Le vendredi soir, on faisait une danse avec quelques-uns pour m'aider en surveillance. Parce que, à 17 ans, ils sont assez... sont pas trop tranquilles, parfois.
Ah oui. Alors, ça, est-ce que tu avais un gros groupe d'amis quand même? Tu aidais beaucoup de bénévoles? On était 5 ou 6 qui s'occupaient de l'organisation de ça, qui nous aidaient à la surveillance pour le bon ordre, surtout oui. Parce que là, il y avait un mélange garçon-fille. Bien, à ce moment-là, parce que Pont-Vieux n'avait pas une réputation tellement enviable à ce moment-là. Je crois que Pont-Vieux était un secteur qui avait un petit peu d'activité, oui. Oui, il y avait des activités. Mais c'était pas dangereux. Non. C'était, disons, plutôt enfantin, mais parce que des jeunes, c'est des jeunes. Hein. Mais c'est qu'à ce moment-là aussi, il n'y avait pas beaucoup d'activités qui existaient quand même. Non, très peu d'activités. Très peu d'activités. Il y avait le hockey, tout ça, oui. Mais disons, pour s'occuper des jeunes de 17 ans, non, il n'y en avait pas beaucoup. Bon. Ensuite, tu as été impliqué dans pas mal d'activités. As-tu des activités qui sont peut-être qui sont dignes de mention, quand même? Bien, moi, à Laval, j'ai commencé aussi dans la section de la ville. Et on avait l'association des propriétaires de ville de Laval. Ah oui, ça. Donc, j'ai été le trésorier de ça pendant plusieurs années. Et le président a démissionné, puis il n'y a pas d'autre président qui a voulu prendre la place. Donc, ça finit un peu par s'éteindre, à tel point qu'on avait un certain montant d'argent en banque. Puis moi, j'attendais toujours un nouveau président pour remettre l'argent à l'association. C'est pas venu. Il a fallu communiquer avec des institutions financières, parce que c'était un organisme à but non lucratif. Donc, on ne pouvait pas garder l'argent. Alors, j'avais mis une annonce sur le journal de Laval disant que ça prenait un nouveau président, sinon on ne pouvait pas remettre l'argent. Puis il a fallu communiquer avec les notaires pour savoir ce qu'on pouvait faire de ça. Pas d'autre chose à faire que retourner l'argent au fonds consolidé de la province. Ah bon? Et c'est de même que ça s'est fermé, l'Association des propriétaires de Laval. Je sais qu'il y avait un M. Brousseau qui s'occupait de ça aussi, qui travaillait pour la ville. Il avait été un fondateur dans ça. Qui avait un des fondateurs. Ça a été pas mal intéressant. Oui. Maintenant, aussi, tu as été impliqué aussi politiquement. Je pense que tu étais l'organisateur d'un conseiller municipal très dynamique. Durant une douzaine d'années, oui. Mais on a eu du plaisir dans ça. C'était des années de plaisir à travailler. D'ailleurs, mon échevin était dynamique, puis ça passait. On y allait par là de fois. Pour les amis, j'étais le conseiller municipal et M. Gaudreau était mon organisateur à cette époque-là. C'était un type formidable. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Ah oui, on a fait beaucoup de travail. Gérard, tu es occupé d'une association aussi qui est bien, bien importante. L'AQRP. C'est quoi ça, l'AQRP? L'AQRP, c'est déjà l'ancienne association des fonctionnaires au Québec. Ça a changé de nom 3 ou 4 fois pour devenir à la fin l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Ah bon? Ce qui implique qu'un membre qui a fait partie d'une ville, un policier ou un autre, peut faire partie de l'association, quand autant du provincial, fédéral, municipal. Donc, des années 90, moi, j'ai commencé à m'occuper un peu de ça. Laval, à ce moment-là, faisait partie du Conseil de Montréal. Et les Lavallois ne venaient pas à Montréal. Okay. Question stationnement, question de se déplacer, ça ne venait pas. Alors donc, en rencontrant, on avait une chaîne téléphonique ici de 11 membres, et puis on essayait de former un dîner, des activités à Montréal. Ça venait pas. Mais brièvement, c'est parce que le temps file. Et ici, tu as été le président fondateur, mais la QRP, quel bénéfice qu'elle donne à ses membres? Le bénéfice, d'abord, c'est comme toute association, c'est un genre syndicat. On protégeait les droits des retraités. Et l'association, quand j'ai commencé, moi, en 1995, on avait 284 membres à Laval. Aujourd'hui, on dépasse les 1300 membres. 1300 membres? Et l'association provinciale en avait environ 11 000 membres en 1995. Aujourd'hui, on est au-delà de 30 000 membres. Maintenant, à Laval, tu as eu de l'aide de certaines personnes pour fonder le club ici. Pour fonder l'association, l'élément qui a été déclenché, c'était un bon ami, Thomas Sainte-Croix, qui m'a beaucoup aidé parce que dans la première rencontre, j'ai expliqué le programme. Il me dit, laisse-moi un secrétariat, puis s'occupe du reste. Maintenant, qui s'occupe de l'association maintenant? La présidente, c'est? La présidente, c'est Mme Lise Rollet. Ah! Des gens qui sont très impliqués socialement. Lui s'occupe beaucoup dans Papa Roulante. Elle est présidente de l'Association des grands-parents. Puis de la QRP.
Puis de la QRP, elle est présente de la QRP, oui. La QRP, il y a beaucoup d'avantages. Ça peut être un avantage. Tous les retraités de la fonction publique, ils ont avantage, on en fait partie, surtout par rapport à l'assurance maladie. Par rapport à l'assurance, vous avez l'assurance personnelle qui est complète pour lorsqu'une personne prend sa retraite puis qui a rendu l'âge de 65 ans. S'il n'est pas dans une syndicale, dans une compagnie où il y a des fonds de pension, il est obligé de s'en aller vers la RMQ. Et le personnel vient aussi pour intervenir. Comme moi, j'ai la SSQ, mais le capital a l'assurance personnelle pour compléter. Donc, tu as raison d'être fier de cette innovation, d'avoir parti ça. Quand on a commencé à Laval en 1995, on avait le premier dîner qu'on a fait en 1994. On avait 61 membres. On en a refusé. Et aujourd'hui, depuis 1995, le dîner a toujours lieu à l'hôtellerie de Laval, sur la rue Roosevelt. Et le 80 membres au dîner, cette année, on avait 2 dîners de 80 membres. Gérard, je tiens à te féliciter pour tout le beau travail que tu as fait. C'est tout le temps qu'on a, mais on aura le temps de se reprendre. Je tiens à te remercier et à te féliciter pour ton implication ici à Laval. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le grand Tarantino est de retour avec son 8e long-métrage, Les 8 Enragés. 8-8, marketing ici. Avec Tarantino, soit on aime ou on n'aime pas. Et on va voir ce que Nicolas Vincent-Poirier en a pensé. Est-ce que tu as aimé ou non? J'ai trouvé ça correct. C'est pas mon préféré de Tarantino. Le problème, je trouve, avec les 8 Enragés, c'est la longueur. C'est très, très long. Et à un moment donné, moi, j'aime ça être surpris quand je regarde un film. Et la première moitié du film, c'est vraiment, bon, on découvre les personnages, l'histoire se développe très, très, très lentement. Et l'histoire, eh bien, c'est un groupe de personnes qui se connaissent pas et qui se ramassent dans une auberge pendant une grosse tempête de neige. Et là-dedans, il y a plusieurs personnes qui sont un petit peu, on va dire, mystérieuses. Il y en a une, c'est une prisonnière. Et là, il y a son chasseur de primes qui va l'amener à la justice. Tu sais, il y en a d'autres. Samuel L. Jackson, son personnage, lui, c'est aussi un chasseur de primes. Et là-dedans, bon, il y en a qui... Kurt Russell, qui joue un des chasseurs de primes, justement, lui, il veut pas que personne lui vole sa prisonnière qui vaut, je pense, c'est 10 000 ce qui était beaucoup dans ce temps-là. Et là, justement, bon, les gens deviennent un petit peu paranoïaques. Et là, le film, à partir du milieu, change complètement. Le look change. Il y a beaucoup plus de violence. On retrouve un petit peu le style de Tarantino au niveau de la violence. Mais c'est quand même beaucoup moins violent que Django, entre autres. Mais tu as aimé mieux la deuxième partie. Alors, c'est comme si on met la table pendant 1h30 et le film, c'est l'autre 1h30. Oui, c'est ça. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu long parce que les personnages, oui, ils sont bien, mais il n'y a rien d'incroyable dans les personnages. Une fois que l'histoire est terminée, moi, je pensais avoir un punch incroyable parce que Tarantino, quand le film est sorti, il est sorti de 2 façons. Une version, bon, où il n'y a pas d'entracte et une autre version présentée avec un projecteur 70 mm où il y a une entracte en plein milieu parce que lui, ce qu'il disait, c'était que c'était 2 films totalement différents. Ça n'a rien à voir. Oui, OK, il y a plus de violence dans la deuxième partie. On découvre certaines choses, mais c'est pas des punchs incroyables, disons. Mais pour ceux qui aiment Tarantino, oui, c'est sûr que vous allez aimer ça. Tarantino... C'est Tarantino. Exactement. Mais moi, personnellement, c'est pas mon préféré. Et d'ailleurs, ce qui est drôle avec ça, c'est que lui, au début, il voulait faire une suite à Django. Et c'était le but de ce film-là. Et au début, bon, il trouvait que Django, son personnage de son dernier film, il pourrait peut-être faire une bande dessinée avec. Là, il a pensé un petit peu, puis ah non. Et là, il a trouvé cette histoire-là. Et là, il a commencé à l'écrire. Et finalement, il s'est dit, bon, ben finalement, Django n'a rien à voir avec l'histoire. Il l'a enlevé, il a créé cette histoire-là. Mais selon moi, ça aurait pu être une des scènes de Django, qui aurait pu être une scène quand même pas mal longue. Mais 3 heures pour en arriver à ça seulement, à la fin du film, je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu long. C'est plus pour les fans déjà établis de Tarantino. Eux autres vont trouver leur compte. Mais moi, j'ai regardé la bande-annonce et il faut que je sois honnête avec toi, j'ai trouvé que ça avait l'air très plate.
Cependant, tu connais mon style, Nicolas, tu commences à me connaître de point de vue cinématographique, Oui, du moins. tu aimerais ça. Oui, je Oui, suis sûr parce que aimerais tu ça. sais que j'aime les longues scènes de dialogue à pu finir et c'est très typique de Tarantino. Je préfère des longues scènes de dialogue que des scènes d'action. Mais là, il y a quand même les deux, donc tout le monde est servi. Il n'y a pas tant d'action que ça. Il y a pas tant d'action. Et vraiment, je pense que, à mon avis, à moi, c'est son moins violent. Oui, il y a de la violence, mais il n'y en a pas tant que ça comparé à tous les autres, à ce qu'on a vu avant. C'est de la violence qui est principalement suggérée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Oui, il y a des choses qu'on voit et qui sont graphiques, mais il y en a beaucoup que c'est suggéré. Et là, ça change un peu le niveau de violence, je trouve. Mais bon, évidemment, c'est pas un film pour des enfants, on s'entend là. Les 8 salopards en Belgique et en France, on n'aille pas ça, hein, les 8 salopards. Comme... Oui, bien, j'aime mieux ce titre-là que les 8 enragés ici. Et d'ailleurs, en parlant de 8 enragés, Tarantino, lui, était enragé après Disney, parce que pour la sortie du film, Disney a essayé de mettre des bâtons des roues à Tarantino. Il y a plusieurs cinémas que Disney a fait de la pression en leur disant bien, si vous présentez les 8 enragés, bien, on ne vous donne pas Star Wars. Puis évidemment, Star Wars, écoute, c'est le film qui a rapporté le plus gros box-office en Amérique du Nord jusqu'à date. On parle de 1,5 milliard. Qui a battu tous les records là, de tous les temps, je pense. Oui, mais bon, il n'a pas encore battu Avatar de 2,7 milliards à travers le monde. Mais je suis pas mal sûr que ça s'en vient. Ça s'en vient, ou en tout cas, ça va être quand même assez proche. Et quand même, c'est sûr qu'un film de Tarantino va réussir à faire son argent. Bon, celui-là, il y a 44 millions de budget et il y a 41 millions jusqu'à date au box-office international. Il va rentrer dans son argent. C'est sûr que le gros compétiteur, c'est Star Wars, mais déjà, quand tu as Star Wars, tu n'as pas besoin de faire pression sur les cinémas puis de leur dire non, si tu présentes Tarantino, tu n'as pas Star Wars. Tu sais, c'est une espèce de non-sens. De toute façon, c'est tellement deux styles différents, ils ne sont pas vraiment en compétition l'un contre l'autre. Hein. C'est ça. Et quand même, il faut dire que les quelques derniers films ces dernières années qui sont sortis et qui sont des westerns, ça a été des gros flops. On pense à Cowboy contre Alien. Bon, il y a un peu de science-fiction là-dedans. Ça a été un des plus gros flops quand même de tous les temps. Et Tarantino, c'est le seul qui arrive à encore faire des westerns qui sont rentables. Ah, j'aime tellement ça, des westerns. Ouais. Mais tu sais que l'idée, comme je t'ai dit tout à l'heure, en donne l'idée d'avoir 8 criminels, en tout cas des gens pas trop fiables, sous un même toit. Ça se passe comme dans une petite auberge. Et puis qui sont dans un endroit clos. Et puis là, ça se passe comme ça. Et puis c'est les dialogues. J'imagine qu'on plonge dans la psychologie des personnages. J'aime ça aussi. J'aime ça aussi, mais le problème, je trouve, avec ce film-là, c'est qu'il n'y a pas... il manque un peu de suspense pendant la première partie du film. Parce que là, on découvre les personnages, on comprend que, bon, il y en a qui sont un petit peu plus parano que les autres, mais on ne voit pas où est-ce que ça s'en va. Et quand on le découvre, eh bien... une partie de l'histoire est dévoilée et puis bon, il y a un peu moins de tension. Puis il y en a qui ont déjà abandonné puis ont quitté la salle. Je suis sûre que ça se peut. Nicolas, la semaine prochaine, tu nous parles du nouveau film de Leonardo? Oui, tout à fait. Donc, je te remercie. Puis les 8 enragés sont en salle maintenant, si vous voulez aller voir. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne année. Bonne année. Eh bien, voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous aimeriez faire parler de votre organisme, de vos événements ou de votre association. Voici les différentes façons de rentrer en contact avec Laval et compagnie. Oui, tout d'abord, par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Merci à nos invités qui se sont déplacés en studio, à nos excellents chroniqueurs et de même que notre équipe de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Et là, la semaine prochaine? Oui, on se voit la semaine prochaine. OK, on se donne rendez-vous Bye, la tout le semaine monde. prochaine.